On va rester sur le hors-site parce que c'est quand même un sujet intéressant, il faut le dire. On va continuer à en parler dans le cadre d'une table ronde intitulée Le hors-site, une industrie bas carbone pour le neuf et la rénovation. Allez-y, prenez place, je vous en prie. Donc pour en parler, on accueille Céline Beaujolin, vous êtes déléguée générale de l'Association nationale des acteurs de la construction hors-site. Bonjour. Dominique Cotineau, délégué général de l'Union des industriels et constructeurs bois et biosourcés, l'UICB. Bonjour. Et Christophe Millet, président du Conseil national de l'Ordre des architectes, le CNOA. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du hors-site. J'ai envie de commencer de façon effectivement très banale à cette table ronde. Pour vous, le hors-site, c'est quoi au juste? Quelles sont ses spécificités, ses atouts? Est-ce qu'on a déjà on l'a vu effectivement, des retours d'expérience sur cette filière? Est-ce que vous voulez commencer éventuellement, Céline? Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Alors, qu'est-ce que c'est que le hors-site pour les membres de l'association Filière Hors-Site France? C'est d'abord et avant tout un moyen de réinterroger nos pratiques constructives. C'est-à-dire que le hors-site, c'est un moyen pour arriver à atteindre un certain nombre d'objectifs ou de répondre à des enjeux. Alors, des enjeux de qualité, je pense qu'à l'origine de l'association, parce que ce sont des donneurs d'ordre qui ont créé cette association au démarrage et qui, derrière, sont allés chercher un certain nombre d'acteurs et une variété d'acteurs pour représenter la chaîne de valeur de la construction. Mais leur premier enjeu, c'est construire de meilleure qualité dans le respect des délais et dans le respect des coûts. C'est très basique, hein, mais comment est-ce qu'on construit mieux? Ça, c'est le premier enjeu du hors-site. Et puis après, il y a tous les enjeux environnementaux dans lesquels on est, parce que je pense que ça a été dit tout à l'heure. Pour le moment, on n'a pas tout à fait trouvé de réponse en béton bas carbone ou en béton 100% en tout cas à la RE 2028 ou le fait d'aller chercher des meilleures performances énergétiques. Bon, et il semblerait que de la mixité de matériaux, ça permet de ça, mais pour faire de la mixité de matériaux, il faut faire du hors-site. Voilà, j'ai fini de revenir, mais ça explique qu'on fait du hors-site pour pouvoir aller chercher d'autres matériaux, du bon matériau au bon endroit, c'est ce qu'on dit, etc. Après, il y a d'autres éléments, et je pense qu'il faut les entendre aujourd'hui, c'est des éléments d'acceptabilité des chantiers. Eh le hors-site, parce que ça va plus vite, on l'a vu là, mais ça permet aussi de réduire les délais, de réduire les... Je pense qu'on reviendra peut-être plus en détail sur ces éléments-là, mais à l'origine, le hors-site, ça a été monté par des donneurs d'ordre, cette association, qui veulent réinterroger les pratiques constructives. Il se dit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution des pratiques depuis l'après-guerre. Comment est-ce qu'on réinterroge l'industrie de la construction pour qu'elle réponde aux objectifs d'aujourd'hui et de demain? Dominique, du côté de l'UICB, des constructeurs bois et biosourcés, donc comment on conçoit, comment on perçoit le hors-site? Disons que pour nous, un, deux, oui, pardon. Je prends un verre d'eau. Christophe. Christophe, vous pouvez prendre la relève du coup. Alors je rappelle, vous êtes président du CNOA, donc au niveau des architectes, comment là aussi, quel regard on porte sur le hors-site? Alors, le hors-site, c'est avant tout une technique constructive, un système constructif. Et j'aime à le rappeler, le système constructif fait récit architectural. Aujourd'hui, n'importe quel bâtiment que vous voyez, et devant vous, vous avez cette halle dont on voit le système constructif avec ses poutres. Donc le hors-site est un système constructif. Le système constructif fait récit architectural. Donc ce système constructif qu'on tente de développer à travers le hors-site a l'avantage de mettre en musique un récit architectural qui est celui du XXIe siècle, à condition que ce récit architectural s'inscrive dans un développement de filières bois, biosourcés, géosourcés, une économie locale, et que ce récit architectural soit capable de répondre à des attentes spatiales, des attentes politiques, des attentes de développement, et surtout que ce système constructif s'adapte aux enjeux de demain, notamment celui de la réhabilitation, qui va être le principal marché du logement de demain. Dominique, vous avez retrouvé votre voix, c'est bon, on vous écoute. Merci, désolé. Je crois que le hors-site, effectivement, c'est une pratique constructive, alors pas forcément nouvelle, mais à tout le moins différente, qui au sein de la filière bois est assez ancienne. Et quelque part, l'illustration de ceci en est la reconstruction de la charpente de Notre-Dame. On a tous vu les images d'un certain nombre de gestes, de préparations qui ont été faits hors du site de l'île Saint-Louis. Et donc, pour la filière bois, c'est quelque chose qui est extrêmement anticipé, mais je crois aussi que beaucoup de choses se font aujourd'hui en hors-site sans qu'on le voie effectivement sous le prisme du hors-site.
des souvenirs d'une ancienne vie professionnelle. Aujourd'hui, lorsque l'on parle d'une pieuvre électrique ou d'une pieuvre hydraulique, eh bien, c'est une fabrication hors site. Et je pense qu'il faut démystifier cette vision quand on le met aujourd'hui en avant, d'imaginer le hors site comme systématiquement de la construction de modules 3D fabriqués en usine et qui amènerait une standardisation, une homogénéisation de la construction et des gestes architecturaux comme le rappelait Christophe. C'est véritablement préparer hors du site de construction, dans des lieux et avec une façon de préparer et de construire qui va mener très certainement une qualité plus appuyée, parce qu'on évite tous les aléas du chantier, et puis qui va effectivement, là aussi on le disait tout à l'heure, réduire l'acte du chantier, mais pas forcément la durée globale, parce que le temps il est à la fois incompressible, donc c'est tout ce qui aurait été préparé en amont qui aura moins d'impact sur le chantier en termes de désagréments, notamment lorsque l'on va reconstruire la ville dans la ville. Oui, Céline, vous vouliez je veux juste rebondir parce que je pense que ça l'illustre. On a fait un retour d'expérience sur la part de la préfabrication dans des constructions hors site. Et de façon assez étonnante, on est en moyenne à 30%. Donc ça dit que 70% est construit en classique, entre guillemets. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que la conception n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on a réfléchi la conception avec l'anticipation de la réduction de la matière. Ce qui a été d'ailleurs présenté là était une très belle illustration. Voilà. Mais à la fin, il n'y a que 30% de préfabrication, mais c'est bien comment au travers d'une réflexion dans la conception de l'intégration d'éléments préfabriqués, on va chercher une manière de produire plus vertueuse. Alors, je voudrais aussi vous entendre sur l'aspect effectivement de l'industrialisation en fait de la filière, dans cette optique de standardiser, d'améliorer en continu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi la solution finalement d'aller vers cette industrialisation pour comme on le disait, donc réduire les coûts, gagner aussi au niveau de l'empreinte carbone? Je ne sais pas, Céline, vous voulez continuer? Alors je pense que la promesse du hors-site, je l'ai dit tout à l'heure, la première, c'est la qualité. Et l'idée d'industrialiser, c'est bien d'aller chercher du process industriel qui est totalement maîtrisé. Donc c'est ça qu'on joue. Après, il faut amener sur le chantier, il faut assembler, il faut s'assurer que l'assemblage ne va pas contrecarrer la qualité des produits. Donc ça passe par de la formation, ça passe par un certain nombre d'éléments qui sont pas les mêmes. Donc voilà, le premier élément, c'est quand même l'industrialisation, ça permet la qualité. Deuxième élément, ce que vous pouvez faire dans une usine, c'est d'intégrer des matériaux biosourcés ou de travailler des éléments qui sont peut-être plus compliqués à travailler sur chantier. Bon, d'où la compatibilité et le travail des matériaux. Typiquement une construction ossature bois, c'est fait avec des machines numériques, ça sort au millimètre. Ensuite, c'est assemblé en usine et puis c'est amené sur chantier. Bon, ça permet de la qualité, ça permet de l'intégration des matériaux biosourcés et ça permet du délai. C'est déjà 3 éléments d'argumentation. Dominique, est-ce que vous confirmez qu'on peut industrialiser avec des biosourcés, en intégrant des biosourcés? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la construction bois fait appel quelque part historiquement à la notion de hors-site et à la préfabrication. Et dans la perspective de la trajectoire RE 2020 qui va mécaniquement induire plus de bois dans la construction, nos industries, depuis plusieurs années, ont largement investi pour augmenter le volet capacitaire de nos productions, que ce soit sur à la fois la première transformation du bois et la qualité qui doit en découler sur le séchage notamment. Et derrière cela, ça traduit des unités de production de lamellé-collé, de CLT, de lignes de fabrication d'ossature qui se sont ou étendues ou créées ces dernières années. En préparant cette table ronde, vous m'aviez aussi dit que sur certains aspects, notamment le feu, la résistance au feu, l'étanchéité à l'air, on pouvait aussi avoir, grâce à l'industrialisation, une qualité standardisée. Alors là aussi, c'est l'industrialisation, c'est la standardisation, une nouvelle fois, non pas du produit, mais de certains process, et la qualité que l'on peut finalement plus piloter, mieux maîtriser en site industriel que certaines dispositions, vous l'évoquiez, d'étanchéité à l'air ou d'écran de protection par rapport à la résistance au feu, vont être opérées de façon plus précise et aussi mieux contrôlée. Christophe, j'ai bien vu que vous vouliez réagir, vous inquiétez pas, allez-y. Oui, je voulais réagir parce que je voudrais compléter les propos sur le hors-site. L'objectif du hors-site, c'est bien la qualité constructive. On parle bien de qualité constructive. Maintenant, il faut que le hors-site s'adapte à la qualité spatiale et à la qualité dite architecturale.
on met ce qu'on veut derrière la qualité architecturale. Mais il faut bien séparer les deux. Et aujourd'hui, tant que le hors-site ne parlera pas d'architecture, que les industriels ne parleront pas aux architectes, que les architectes ne parleront pas aux industriels et vice-versa. Ce que c'est faire notamment l'industrie des cimentiers avec les architectes ou l'industrie du bois, c'est faire avec les architectes, que plein d'industriels savent faire avec les architectes. Aujourd'hui, les industriels du hors-site doivent se rapprocher des industriels pour parler d'architecture, parler de qualité spatiale, parler de lumière. Parce que la qualité constructive, nous, les architectes, on n'a aucun doute que le hors-site améliorera la qualité constructive, la qualité des chantiers, le bien-être des ouvriers, la décarbonation, l'émergence des filières biosourcées. L'enjeu du hors-site, la réussite de ce hors-site ne tiendra, à mon sens, qu'au dialogue entre les architectes et les industriels qui trouveront l'un et l'autre la capacité à travailler ensemble et à répondre aux exigences de chacun. Si on voit le prisme de hors-site que par la qualité constructive, le risque, c'est que les architectes n'emploient pas le hors-site ou ne déploient pas leur projet par le biais du hors-site, donc on va encore retarder, ou alors que ça soit une industrie de l'offre qui soit mise à disposition des architectes, qui plaira ou pas aux architectes et qui ne plaira pas aux élus, mais qui ne rentreront pas dans le récit architectural. Le récit architectural, on parle bien de qualité spatiale, qualité lumière. Moi, j'aime bien redire cette phrase, l'architecture, c'est le reflet incorruptible de l'histoire. C'est-à-dire, à la fin, quand on aura construit nos bâtiments, qu'on les aura vendus, qu'on les aura habités, qu'on les aura quittés, il restera l'empreinte architecturale de ce bâtiment-là et son empreinte carbone qui aura été plus ou moins consommée. Donc c'est là l'enjeu. C'est à notre sens, pour nous, et on le dit en tant que membre de l'association hors-site, on le répète tous les jours à l'association hors-site, parce qu'on est membre fondateur de cette association aussi, c'est qu'il faut déplacer le curseur du hors-site vers le dialogue architectural. Et si les architectes sont extrêmement optimistes vers l'utilisation du hors-site, il faut que le dialogue entre les exigences de qualité spatiale et les exigences de rentabilité industrielle, parce qu'on comprend bien qu'il faut une certaine échelle pour rentrer dans une rentabilité industrielle, puisse se faire pour qu'on puisse ne pas créer des modules 3D dont on parlait, qui malheureusement stigmatisent un peu le hors-site, dont on sait qu'ils ne sont pas du tout le reflet de la vérité du hors-site, je suis bien d'accord avec Dominique, mais c'est là l'enjeu de demain aujourd'hui pour moi. Ça nous permet de faire la transition avec les limites, les risques, en tout cas effectivement les limites du hors-site. Vous avez peut-être gardé la parole, Christophe. Effectivement, il y a tout cet aspect territorialisation. Vous dites voilà, il faut que tous les acteurs apprennent à travailler ensemble. Pareil, en préparant cette table ronde, vous m'avez dit voilà, il faut aussi que ça s'inscrive dans une économie locale, que ça réponde aux besoins de chaque territoire. Vous m'avez aussi parlé de lignes rouges du CNOA sur le sujet du hors-site. Est-ce que vous pourriez nous détailler ces lignes rouges, s'il vous plaît ? Alors, déjà, la première question sur la territorialité, c'est évident qu'aujourd'hui, l'architecture vernaculaire qui s'est développée dans des formes de territoire a toujours su travailler avec ses ressources locales pour produire une architecture qui soit déjà adaptée au territoire et voir qui est capable de s'adapter aux dérèglements climatiques et aux changements climatiques, notamment aux températures qui vont arriver d'ici à 2050. Donc, puiser dans les ressources locales, par le biais du hors-site, c'est exactement la bonne trajectoire, on n'en a aucun doute. Et les industriels, et le rapprochement entre les industriels et notamment les agriculteurs sur la paille, les forestiers, les scieries, tout ça, j'ai aucun doute que ça pourra se faire. La ligne rouge du hors-site, c'est ce que je disais, pour les architectes, lors des architectes que je représente, c'est comment l'architecture reste au cœur du projet architectural. Et comment on ne transforme pas l'industrie du logement en industrie automobile. C'est dont on prend souvent l'exemple, souvent on me parle quand on fait le tableau hors site, oui mais regardez les constructeurs automobiles, l'automobile est un bien de consommation, le logement n'est pas un bien de consommation, le logement c'est un espace de vie familiale dans lequel on s'épanouit, donc on ne peut pas les comparer. Donc par là on entend la conceptualisation, c'est-à-dire si à chaque fois l'architecte n'est plus mandataire de son ouvrage, de son œuvre, et qu'il est plus capable de développer son architecture de manière indépendante, alors le hors-site aura vocation à produire quelque chose qui ne sera pas qualitatif au niveau spatial. Pas au niveau constructif, mais au niveau spatial. Et la deuxième chose qu'on a pu entendre et sur laquelle on n'est pas d'accord dans l'association hors-site avec certains membres, c'est la consultation anticipée, c'est-à-dire de faire venir d'abord l'entreprise et après l'architecte. Donc l'idée de travailler sur des catalogues
de matériaux. Ce qu'on voit apparaître notamment quand on voit un certain nombre de développements de filières, d'usines de fabrication de panneaux de façade, avant même qu'il y ait la demande d'architectes ou de la conception architecturale. Donc ça, et c'est les débats qu'on a à l'association, c'est où est le curseur de l'industrialisation, où se situe l'industriel par rapport et le maître d'ouvrage et l'aménageur et l'architecte dans ce processus de conception de bâtiments de logement, entre autres. Dominique, les industriels que vous représentez, est-ce qu'ils seront capables, comme ça, de s'ancrer localement dans chaque territoire, de pouvoir se baser sur les ressources propres à chaque territoire pour répondre aux besoins de chaque territoire? Alors, il y a aussi des réalités économiques et des réalités industrielles. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christophe sur la nécessité de la chaîne de dialogue et de la chaîne de décision et de conception. Pour autant, l'intérêt, lorsque l'on va parler d'industrialisation de certains éléments de structures qui vont être préfabriqués ou fabriqués hors site, c'est que, pour le coup, on peut très bien avoir un acteur qui ne soit pas du tout ancré localement et qui saura répondre aux exigences de l'architecture et du besoin spatial du bâtiment. Donc finalement, ça peut être un atout que d'avoir l'acteur de qualité que l'on attend, qui ne soit pas forcément hyper ou hyper local. Ensuite, ce qu'il faut voir, et sur le secteur du bois, c'est qu'on a certains outils industriels. Tout à l'heure, lorsque je parlais de lignes de fabrication de panneaux CLT qui vont permettre de constituer des planchers ou des murs, on ne peut pas en avoir tous les 10 km². C'est totalement impossible. Donc derrière, c'est aussi se poser la question par rapport à une ressource locale. C'est un peu le pendant du bon matériau au bon endroit. C'est la bonne ressource locale au bon endroit. Et donc typiquement, si on veut force à tout faire de la ressource locale, on ne va pas non plus faire traverser 2 fois la France à un matériau qui devient un produit transformé. Donc là aussi, c'est une prise de conscience qui nécessite un peu de prise de hauteur, et dans la chaîne de décision, dans la chaîne de conception et dans la chaîne de réalisation. Mais je pense que la spécificité d'avoir une industrialisation. Et quand on parle d'industrialisation, ce n'est pas une standardisation une nouvelle fois, c'est-à-dire que c'est une fabrication industrialisée qui va répondre à un projet potentiellement d'envergure, et qui demain passera à un autre projet. Mais en respectant bien entendu les spécificités locales du produit fini qui est le bâtiment, le logement. Céline, il faut réinterroger la chaîne de valeur, il faut presque réapprendre à travailler ensemble finalement, non? Oui, c'est bien la difficulté en fait, sur lequel on est par rapport au hors-site. On a les acteurs de l'association disent en gros on est sur une courbe d'apprentissage, mais qui est une courbe d'apprentissage de l'ensemble des acteurs, parce que de fait, travailler en hors-site, ça nécessite de faire évoluer un certain nombre d'approches qui notamment remettent l'intelligence collective au cœur du sujet et l'architecte au cœur de cette partie-là en phase de conception. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un exercice itératif porté par l'architecte sur j'ai tel programme, j'ai tel enjeu, j'ai tel contexte. Qu'est-ce que je peux aller chercher comme réponse intelligente hors site, avec quel matériau? Parce que c'est vraiment... Et là, on ouvre un champ, c'est-à-dire qu'on passe à des possibles qui sont presque infinis, alors ce qui est aussi un peu compliqué et qui est plus difficile à accompagner, mais voilà, c'est un peu l'anti-loi MOP au sens où on est plus segmenté dans notre approche, on est dans un exercice d'itérativité et de réflexion collective pour aller chercher la meilleure réponse avec l'intégration du prix, parce qu'évidemment c'est important. Voilà, donc on ouvre le champ des possibles. On crée de la discussion dans la phase conception qui est plus longue et qui est plus intense, parce qu'on est obligé de tout anticiper. Voilà, et ça re-questionne le rôle des acteurs. Le rôle de l'archi n'est pas le même. On introduit un industriel, alors pour une partie, on est d'accord. Le rôle de l'entreprise générale n'est plus tout à fait le même non plus, parce que ça veut dire qu'il travaille avec des produits qui sont sortis d'usine. Enfin, voilà, et le rôle du bureau de contrôle n'est pas le même. C'est ça la difficulté du hors-site, c'est que de fait, on accepte tous de changer un peu de regard. Alors, pour le bien commun, je pense que c'est ça le sujet à la fin, et qu'on réapprenne à travailler autrement. Bon, et voilà, il y a du frein au changement et c'est normal, et c'est pour ça qu'il faut y travailler. Christophe, vous voulez réagir? Oui, la question du local, de l'économie locale, elle est primordiale, parce que le concurrent direct, c'est le béton. Le béton, si demain les industriels, les cimentiers arrivaient à produire un ciment complètement décarboné, d'un seul coup, qui propose une économie locale à moins de 30 km, le cimentier, la gravière, malgré les problèmes de ressources que ça génère. Attention, le béton génère
problèmes de carbone, mais aussi des problèmes de ressources, notamment le sable et l'eau. Mais le concurrent direct du hors-site, ça reste quand même le béton. Et aujourd'hui, encore, la plupart l'opération qu'on a vue tout à l'heure, elle est remarquable, mais elle n'est pas représentative des immeubles de logement qu'on voit sortir de terre en ce moment, notamment. Donc ça veut dire que si on ne veut pas délocaliser nos emplois, si on ne veut pas délocaliser nos savoir-faire, si on ne veut pas délocaliser une économie qui aujourd'hui est relativement locale grâce à cette industrie qui est lourde et émettrice de CO2, mais ça n'empêche qu'elle reste locale, il faut bien la remplacer par une économie qui constitue localement un univers. Sinon, quelle politique accepterait de voir implanter dans sa commune quelque chose qui soit importé? Donc la garantie de l'importation et des filières locales, elle reste primordiale. Et je voulais redire un petit mot sur la standardisation, parce qu'on met derrière la standardisation souvent une mauvaise époque de l'histoire de l'architecture, notamment les années 70. Mais la standardisation a déjà produit des villes désirables. Haussmann, c'est une forme de standardisation, et pourtant la standardisation peut produire la ville désirable. Moi je viens de la Croix-Rousse à Lyon, pour ceux qui connaissent le quartier de la Croix-Rousse et les Canuts, c'est de la pure standardisation. Les pierres viennent du même endroit, les bois viennent, les planchers viennent exactement de la même forêt, c'est tout de la même hauteur, les fenêtres c'est toutes les mêmes, c'est dans de la pure standardisation, et pourtant on est dans une ville désirable qui est le quartier soi-disant le plus désiré de Lyon, pour ceux qui, du moins pour un Croatien que je suis. Donc ça veut dire que la standardisation, au fond, c'est pas le problème. Au fond, c'est le récit architectural qu'on apporte. C'est-à-dire, Haussmann a su créer un récit architectural. La Croix-Rousse, c'est un récit architectural. Quand on visite la Croix-Rousse, il y a des gens qui viennent visiter la Croix-Rousse parce que ça fait partie de l'histoire de la Croix-Rousse. Donc c'est ça qu'on doit continuer à créer dans le bâtiment, et l'univers de l'architecture est magique pour ça. C'est-à-dire, c'est capable de créer un morceau d'histoire qui est à la fois pour ceux qui habitent et à la fois pour ceux qui visitent. Et finalement, leur site, on sait qu'il peut s'inscrire dans cette histoire-là, mais à condition qu'on y écrive une sensibilisation d'une économie locale, des ressources locales. Et c'est tout le message que les architectes souhaitent porter dans le développement du hors-site pour la réussite du hors-site, à notre sens. Je voulais aussi vous entendre sur l'aspect réglementaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la réglementation française peut justement permettre cette collaboration entre acteurs, peut permettre à la filière de se structurer davantage, de se mettre en place davantage, peut aussi lui permettre d'innover? Je ne sais pas lequel des trois. Je peux commencer ouais, puis Céline, compléter. On a monté un groupe de travail sur la question des freins au développement du hors-site, réglementaire, juridique, assurantiel. On en avait une bonne cinquantaine à la fin de la première séance de travail. Et la surprise, c'est que la majorité n'était pas réglementaire. C'est-à-dire que le premier élément, c'est un élément vraiment d'accompagnement au changement des acteurs. Typiquement, je vais essayer de donner un exemple pour l'illustrer. On a parlé de l'enjeu de la qualité des assemblages, parce qu'une fois que vous sortez des éléments qui sont très qualitatifs d'usine, il faut les assembler de façon qualitative. Bon, là, il y a un sujet. Il y a un sujet de comment est-ce qu'on garantit. Mais c'est une question d'acteur, c'est une question de comment est-ce que l'industriel il explique. Voilà. Donc voilà, c'est pas des questions réglementaires. Il y en a quand même quelques-unes, simplement parce que ça n'a pas été réfléchi avec une approche hors site, et donc il faut faire évoluer les choses. Alors, je vais prendre un exemple parmi d'autres sur les éléments 3D transportables, qui sont aussi des éléments de promesse sur des sujets d'hébergement d'urgence ou de choses qui peuvent être vachement intéressantes. On ne maîtrise pas bien ces sujets-là. La décennale d'un bâtiment qui bouge, on ne sait pas bien faire. Enfin, voilà. Donc il y a effectivement à revoir un certain nombre d'éléments réglementaires pour faciliter l'émergence du hors-site. Mais c'est aussi beaucoup une question d'innovation. Ça s'est vu, dans ce qui a été présenté tout à l'heure, il y a plein d'innovations. Le cycle d'innovation en France, il est un peu long. Il passe par des ATEX, des DTU, des choses comme ça. Nous, l'enjeu pour nous, c'est d'accélérer cette étape-là. Alors en mutualisant, en partageant, il y a la question de l'incendie, il y a la question de l'eau, il y a la question du transport, il y a la question de l'entreposage sur chantier. Enfin, il y a pas mal de questions. Voilà. Et le rôle de l'association, c'est d'essayer d'accélérer ça pour que le plus rapidement possible, on offre une boîte à outils fonctionnelle aux acteurs. Oui, parce qu'il y a des pays qui ont déjà fortement accéléré. Quand on a préparé la table ronde, on a parlé de Singapour. À Singapour, par exemple, leur site, c'est carrément une politique publique, c'est ça? Oui, il y a des pays qui ont érigé ça en politique, mais pas pour rien. Si vous allez à Singapour, c'est dense. Et intervenir en cœur de ville à Singapour, c'est juste quelque chose d'un poil compliqué. Donc les politiques ont dit, on fera du hors-site sur les terrains dont ils ont la maîtrise, etc. Ça a permis effectivement l'accélération de l'émergence de la filière de façon importante. Dominique, Christophe, sur cet aspect de la réglementation Oui, je crois on le sait tous, on a
on est dans un pays qui a tendance à réglementer sur tout, à beaucoup réglementer. C'est aussi nous protéger à la fois en tant que concitoyens, en tant qu'occupants d'un logement, en tant qu'acteurs de l'acte de construction. Mais cette évolution dans la pratique est liée au hors-site, à un moment où on le sait, on vit une crise quelque part sans précédent, doit nous interroger, mais nous interroger pour amener des réponses assez rapides et assez pragmatiques par rapport à cela, parce qu'effectivement, il faut faire évoluer, au-delà des aspects réglementaires, les aspects administratifs, les aspects juridiques, les aspects de conditions de paiement pour les différents acteurs. Et cela, je pense qu'il faut l'aborder avec beaucoup de pragmatisme, mais relativement rapidement, parce qu'il y a derrière cela, quand on évoque Singapour, une notion de souveraineté industrielle et économique française, et on ne peut pas passer à côté. Oui, on parle beaucoup de réindustrialisation effectivement à l'heure actuelle. Donc Christophe, sur la réglementation. Oui, pour faire évoluer la réglementation, je rejoins ce qu'a dit Dominique et Céline, il faut de l'innovation. Or, on constate qu'en France, notamment, la question du logement, c'est un peu le parent pauvre de l'architecture et de la construction. Quand j'entends par là qu'on n'a pas la culture d'innovation dans le secteur du logement. On peut l'avoir dans le secteur de la construction publique, on voit des bâtiments publics magnifiques. Dans le secteur du logement, on reste quand même cantonné à un savoir-faire qu'on essaye de sécuriser et qui, du coup, n'est pas valorisé en termes de marge d'entreprise et en termes de marge d'entreprises qui construisent et en termes de marge d'entreprises qui conçoivent. Or, on sait que l'innovation, elle passe forcément par les marges des entreprises de chacun. Et malheureusement, là où on va avoir des entreprises qui émargent sur un certain nombre de types d'opérations, sur le logement dit diffus traditionnel, on n'est pas des niveaux de marge qui permettent à chacun de prendre du temps à innover, de prendre du temps à réfléchir. Ça va sur la marge, mais ça va aussi sur les délais de conception et les délais de construction. C'est-à-dire on veut que ça aille vite et pas cher. Or, le logement mérite beaucoup mieux que ça. Mérite de l'innovation, du temps, de la réflexion, de la bonne conception, de la bonne construction et des rapports entre les acteurs et des temps de concertation entre les acteurs. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut un réveil des acteurs du logement pour remettre de l'innovation au cœur du logement, pour à la fin finir sur les solutions qui soient hors site, décarbonées, constructives et qui fassent évoluer les normes dont on a besoin. Et on a des partenaires pour ça, le CSTB en est un, mais il y en a d'autres. Et on n'a aucun problème qui nous suivront. Mais laissez-nous le temps de travailler et laissez-nous suffisamment de marge pour innover. Très bien. Est-ce que, oui, le mot de la fin peut-être mais non, mais ça renvoie ouais. On pourrait continuer. Ça renvoie aux donneurs d'ordre et aux maîtres d'ouvrage. Il y a vraiment une compréhension et nous, on essaye de faire beaucoup de pédagogie là-dessus. Le changement, il commence par les donneurs d'ordre. Il commence par les maîtres d'ouvrage, de comprendre qu'ils ne commandent pas de la même manière une conception hors site qu'une conception classique et que ça passe effectivement par donner un peu plus de liberté d'action et de réflexion dans cette phase de conception. Ça, c'est un élément majeur. Très bien, c'est noté. On va prendre des questions dans la salle maintenant, s'il y en a. Oui, au fond. Au fond, relevez la main, ouais, pour qu'on vous voit bien. Bon, allez-y, monsieur, mais il ne faudra pas oublier la personne dans le fond, parce qu'elle voulait déjà poser une question tout à l'heure. Donc. Oui, on entend très souvent parler du hors-site. Le confrère Christophe a parlé de l'architecture, des volumes, etc. Je regrette qu'on ne parle pas souvent de l'aménagement intérieur qui lui-même doit être évolutif, durable et réemployable de telle façon qu'on puisse s'adapter réellement aux besoins de chaque usager successif qui vont passer les uns après les autres dans les bâtiments, parce que le bâtiment n'est pas fait pour être fait pour une fois, mais pour être utilisé dans la durée. Et aujourd'hui, on sait qu'on a des technologies qui vont bien pour pouvoir rendre les bâtiments évolutifs, mais ça serait bien effectivement de pouvoir les prendre en compte. Voilà. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le hors-site, ça apporte la qualité constructive, mais il faut que ça apporte la qualité spatiale. Et la qualité spatiale, alors pour le coup, ça le génère parce qu'on arrive tout de suite sur des systèmes potodales avec des panneaux de remplissage et des cloisons type SAD. Donc ça génère quelque part le hors-site, on sait que ça génère une espèce de souplesse intérieure, là où les refs en béton qu'on fait classiquement ne permet pas l'évolution des logements. Reste le problème de la hauteur, mais dont acte. Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il faut anticiper le hors-site ou appréhender le hors-site
avant tout par la qualité spatiale, parce qu'on sait que la qualité constructive, on a confiance envers nos industriels et nos entreprises, on sait qu'elle arrivera, la qualité constructive. La qualité spatiale, c'est l'enjeu du hors-site à mon sens. Oui, et qui nécessite donc de l'adaptabilité, c'est ce que vous mettez en avant aussi. Et effectivement, il nous semble que le hors-site répond en termes de capacité d'évolution, y compris des usages, hein. Donc d'amélioration de la qualité de l'usage et d'évolution des usages d'un bâtiment. Alors, je disais ça simplement, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais avec un groupe d'industriels, on va lancer une opération pour pouvoir permettre à l'architecte de se libérer totalement de toutes les contraintes technologiques et d'avoir exactement dans le même esprit qu'une carte mère informatique, la possibilité de faire des aménagements plug and play avec 100% de réemploi. Mais c'est un sujet sur lequel on travaille depuis 20 ans pour arriver à ça. Et là, le sujet dont je vous parle, ça fait l'occasion d'ailleurs d'un brevet où a été breveté l'assemblage de tout avec tout dans l'aménagement intérieur, à la fois pour combiner d'une façon astucieuse tous les réseaux, mais également toute l'innervation plug and play dans chaque pièce. Bravo. Merci monsieur. On a une personne qui veut s'exprimer dans le fond. C'est bon. Vous avez le micro. Oui, bonjour. Merci d'avoir mis le hors-site au menu de ce Energy Meeting. Ma question, c'était concernant le process, justement, parce que entre la conception-construction et la loi MOP, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une carte du process de construction en hors-site, tout en respectant la conception architecturale, qui commence à se dessiner et qu'on pourrait utiliser, nous, maîtres d'ouvrage? Alors, le sujet de la procédure, ou notamment le rôle des acteurs dans la conception d'un bâtiment dit hors site, va nécessairement évoluer. Là où le centre névralgique d'un projet se situe classiquement un peu au milieu du projet, c'est-à-dire après l'esquisse et avant le chantier. On voit là, pour le coup, dans ce que nous, on a imaginé, les choses se faire différemment. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la phase très importante qui est celle du diagnostic des ressources des territoires, diagnostic industriel, diagnostic de faisabilité, diagnostic économique et cohérence entre les ressources et le projet architectural, donc qui est très en amont. Après, il y a une phase qui serait un peu plus souple, qui est celle du développement du projet, mais avec l'identification des acteurs. Et après, là où on redonne l'intérêt notamment à l'architecte et aux acteurs de la maîtrise d'œuvre, c'est en phase chantier avec la qualité des assemblages et la qualité de la construction. C'est-à-dire qu'on voit finalement le centre de gravité changer. Ce qui fait que ça fait revoir la loi MOP telle qu'elle existe actuellement. Donc ça, c'est les chantiers qu'on a, nous, au sein de l'association hors site. Ça fait revoir nos processus, mais dont on sent que la nécessité, c'est quand même une sorte d'indépendance de la maîtrise d'œuvre vis-à-vis de l'écosystème, pour que soit toujours en ligne de mire la qualité architecturale, la qualité spatiale, la pérennité des projets bien sûr, et l'inscription de ce bâtiment dans le territoire. Et ça reste quand même, ce que je disais tout à l'heure, c'est que à la fin, c'est ce qui va rester. Donc il faut qu'on garde cette forme d'indépendance, mais par contre, effectivement, on travaille sur qu'est-ce que l'indépendance d'une équipe de maîtrise d'œuvre, alors qu'il y a un rapprochement avec les ressources, moi ce que j'appelle les ressources, c'est les industriels capables de fournir les éléments hors site, bien en amont, là où normalement ça se fait après la phase projet. Donc c'est des choses qu'on travaille avec l'association. Si Céline, tu veux rajouter quelques mots, mais... Oui, c'est-à-dire qu'on est en train de rédiger un guide de la commande entre parenthèses publiques, donc qui devrait répondre à vos questions. Mais c'est bien ça en ce moment le besoin, hein, c'est vraiment de monter en compétence les donneurs d'ordre pour qu'ils soient à l'aise avec le hors-site. Moi, si je fais un peu court sur le sujet, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a plusieurs manières de passer commande. C'est vraiment une question de maturité des acteurs et de capacité à faire de chacun. Autrement dit, au démarrage, si vous n'avez pas un AMO qui est hyper sachant ou un archi qui est hyper sachant, la conception-réalisation, ça peut être pas mal parce que ça vous permet d'apprendre. Mais ça nécessite déjà d'avoir des capacités de maître d'ouvrage conséquentes. Et puis, d'aucuns me disent, mais même la loi MOP, si tu sais bien travailler avec des acteurs qui ont l'habitude, ça passe en hors-site, il n'y a aucun sujet. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément le chemin, c'est plus la question de où est-ce que vous en êtes sur votre courbe d'apprentissage pour revenir là-dessus. Et du coup, comment aller vers une meilleure compréhension. Pour finir, je crois que le directeur d'Energy Meeting a une question pour vous. Oui, c'est plutôt un commentaire. Bravo déjà pour cette table ronde. Je me demande si on ne peut pas accélérer, mais plutôt à la puissance 10. C'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé de réglementation, de solutions en Asie, hein, où on construit plusieurs étages par jour. Est-ce que
on ne pourrait pas, dans une ville comme Paris, par exemple, puisqu'on interdit les véhicules de circuler dans quelques arrondissements, vous êtes bien au courant, tout simplement parce qu'on est dans une ville très dense. Et là, je signale que, sans aller en Asie, vous allez à Londres, eh bien, pour les projets, il est obligatoire de faire 20 ou 30% de hors-site, c'est-à-dire les salles de bain vont se faire hors-site, etc., etc., parce qu'il y a tellement d'avantages dans l'ultra-urbain dense, que si on impose, effectivement, on a parlé d'innovation, mais aussi de réglementation, si on imposerait, par exemple, dans la commande publique, de dire on veut faire dans Paris, allez, commençons par Paris, c'est la plus grande ville de France, de dire on veut faire du 20 ou du 30% de hors-site, eh bien, est-ce qu'on ne serait pas gagnant ? Question également, j'allais dire commentaire, mais question également, je vois que le président du CNOA, architecte, voudrait répondre. Merci. Je veux bien répondre, mais là je vais prendre ma casquette de professionnel et de chef d'agence, directeur d'une agence d'architecture. À chaque fois qu'on le propose, ça passe pas en prix. Il y a tous les architectes aujourd'hui qui sont dans cette salle probablement, quand ils génèrent un projet, la première chose dont ils parlent avec leur maître d'ouvrage, c'est qu'est-ce qu'on pourrait, dans le cadre de la décarbonation, qu'est-ce qu'on peut faire en bois, nos façades en bois, poteaux dalles, béton, on va faire nos panneaux en bois, on va apporter les fenêtres dedans. Et la première chose qu'on nous oppose, c'est oula, plus 15%. On arrête. Et les salles de bain préfabriquées, les bailleurs qui font de la résidence gérée, Crous, Adoma, et certains sont peut-être dans la salle, ils ont des cahiers des charges et une exigence de prix. Ils préfèrent la salle de bain préfabriquée parce que pour des raisons de rapidité de chantier et puis de finition, et notamment au moment des OPR, c'est plus facile. Après, quand l'entreprise aligne les chiffres, la première chose qui se négocie, finalement, faites les salles de bain en tradi parce que ça passe pas. Donc, c'est là tout à l'heure quand je disais qu'il faut donner de la souplesse au logement, c'est-à-dire qu'il faut que le logement ne soit pas considéré comme le parent pauvre de la construction et de la conception. Il faut que le logement devrait être au contraire là où on met de l'argent dans l'innovation, là où on met de l'argent dans la qualité spatiale, dans la pérennité, parce qu'il faut que ça soit réutilisable, il faut que ça soit vertueux, il faut que ça soit décarboné. C'est là qu'il faut remettre de l'argent dans la conception. Et quand on dit, moi j'entends trop souvent, il faut baisser le coût du logement, le coût de la construction, il ne faut pas baisser le coût de la construction. Il faut baisser le coût du logement. Ça, on est d'accord, à 7 000, 10 000, 12 000 mètres carrés, c'est trop cher. Mais ce n'est pas la construction qui fait peser le prix de sortie du logement. Ça va être le foncier, tout ce qu'il y a autour, on le sait. Mais il faut remettre de l'argent dans la construction, il faut pouvoir innover. Et c'est ça qui est nécessaire. Et là, d'un seul coup, moi je ne connais pas l'exemple de Londres ou les exemples étrangers, mais j'aimerais bien connaître le rapport coût-construction par rapport au coût de sortie. Aujourd'hui en France, on serre le coût de la construction à mort, mais vraiment à mort, pour descendre à 1650, 1350 euros le mètre carré, parfois on voit des prix, et ce qui ne permet pas de faire de la construction hors site, et qui ne permet même pas de faire de la décarbonation, ni d'atteindre la RE 2025. Donc il faut un électrochoc dans le logement, mais vraiment un électrochoc, pour remettre de l'innovation, remettre les opérations de logement qui vont glisser vers la réhabilitation dont on le sait, qui peuvent repuiser dans le réemploi. Mon confrère l'a dit aussi, dont on oublie hors-site. Le réemploi est une source magnifique pour la question du hors-site notamment, parce qu'on va pouvoir réutiliser un certain nombre de choses qui sont déjà qui vont être issues de la déconstruction. Mais pour ça, il faut, je leur ai dit, considérer que le logement, qui est la source principale du hors-site, du moins tel que nous on l'entend dans l'association, remettre de l'argent dans la construction et revalorise le logement comme étant des projets de première nécessité, mais des projets surtout d'importance principale. Voilà. Je pourrais répondre. Oui, peut-être un tout petit. De la fin, ouais. Bon, il y a déjà de la réglementation. La RE 2020, c'est quand même un moyen d'aller vers le hors-site qui est assez extraordinaire. Hein. Donc, il y a déjà ça. Moi, je préfère les raisonnements par performance et par objectif que par moyen. Et je pense que ça rejoint, parce qu'encore une fois, il faut faire attention. On est dans une phase d'innovation. Il faut laisser de la place à l'innovation. Donc, il ne faut pas trop être prescripteur dans cette première étape pour laisser de la marge de manœuvre. Je pense que ça, c'est important. Et puis, l'histoire, petit à petit, va tamiser et va garder les bonnes approches et les moins bonnes. Et ça, je pense qu'il faut laisser faire. Voilà. Je pense qu'il faut se donner du temps, puis surtout, il faut y aller. Bon, on le voit, c'est vraiment un sujet passionnant. Merci beaucoup Céline Beaujolin, Dominique Cottineau et Christophe Millet pour cette table ronde. Merci beaucoup.